Ok, très bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on étudie? Pourquoi est-ce qu'on étudie? Connaître l'esprit, ça sert à quoi? À permettre de le transformer. Oui, de le transformer, exactement. Si vous avez eu la chance de suivre le cours de Venerable Geshe-Nanda hier soir, Oui, ben non. Oui, c'est ça. il y Non a eu plus. un bug informatique, il n'y avait pas de traduction française. Et donc, si vous avez eu la chance de faire LV1 anglais à l'école, vous C'est ça. savez plus. Comme quoi, les causes et les conditions sont tellement importantes. Ok. Et donc, ce qu'a dit Venerable Geshe Namdak, c'est qu'en effet, si on étudie l'orique, etc., c'est pour transformer son esprit. Transformer son esprit, c'est extrêmement important, c'est capital. Ouais. On a eu aussi notre abbé, Vénérable Geshe Jampel, qui a donné un cours sur Shantideva cette semaine. Et pendant peut-être 40 minutes, il a parlé de transformer son esprit. Pourquoi est-ce qu'on vient à Nalanda? Pourquoi est-ce qu'on écoute les cours? Pourquoi est-ce qu'on étudie la philosophie, etc. C'est pour faire bouger les choses à l'intérieur. C'est notre responsabilité. Oui, donc c'est vraiment très important d'étudier l'aurique pour transformer son esprit. Ouais, c'est vraiment fondamental. Si c'est justement simplement pour une étude académique, purement académique, moi, je ne peux pas vous en empêcher. Hein, je ne peux pas vous supprimer du groupe parce que vous voulez briller en société, à des repas de mariage, donner la définition d'une condition valide. Je se fait revirer d'un repas de mariage, tu veux dire. Surtout en fin de repas de mariage, hein, ce serait très drôle. Et donc, voilà, c'est votre responsabilité. Chacun est libre de sa motivation. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne fais jamais la prise de refuge et bodhicitta en début des cours que je donne, en général, parce que c'est la responsabilité de chacun. C'est à vous de le faire. Ouais, ok. C'est juste ce que je voulais rappeler. Et donc, où est-ce qu'on en était? Ah, La vision Chittamatra des perceptions directes yogiques. Oui, excellent. La Tout à page fait, c'est tout. 109. 109, exactement, tout à fait. C'est vraiment super. Ok, on a vu en effet, on a vu que le Chittamatra, il y a une différence énorme entre le Chittamatra, il y a beaucoup de Mhm. différences énormes entre le Chittamatra et les autres écoles. En effet, c'est que pour les autres écoles comme le Sautrantika, qui sert de base hein, pour nos études, on a trois conditions pour la genèse d'une perception directe, ouais, qui sont, Euh, Antécédente, oui, objectale, et oui, alors c'est pas souveraine, c'est oui, c'est pareil. non, Ouais. Ouais, dominante, non commune, ou souveraine, non dominante. commune, comme vous voulez, exactement. Bravo, c'est magnifique. Eh bien, on va dire que quand vous avez une table, ouais, qui est la condition objectale pour une perception visuelle, appréhendant, appréhendant une table, ça c'est pour les Sautrantika et les non-Chittamatrins en général, ou les non-Yogacaras, soit Tantrika. Oui. Mais pour les Chittamatrins et les Yogacaras, soit Tantrika, la table ne pourra plus être désignée comme étant la condition objectale. Pourquoi? parce qu'elle Parce qu'il n'y est. a rien à Voilà. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur des graines, donc et donc, oui, objectal. exactement. Ça veut dire que la condition objectale ne peut pas être la table. On pourrait dire que ce sera la graine à la rigueur, mais Mhm. la table elle-même ne peut pas être la condition objectale parce que une condition doit exister avant son effet. Or, la table et la conscience qui l'appréhendent coexistent, sont simultanées. Donc, elles ne peuvent pas être cause et effet l'une de l'autre. Ouais, ça vous parle? Mhm. Mhm. Bravo, c'est exactement ça qu'il fallait rappeler. Très bien. Et donc, si on est à la page 109, après avoir examiné ces quatre genres de perception directe qui sont... Sensoriel, mental, yogique et autocognition. Voilà, excellent, vous suivez parfaitement, c'est magnifique. Après avoir examiné ces quatre genres de perception directe, il faut considérer de quel point de vue est faite cette division, dans la mesure où les quatre peuvent en être ramenés sous la division bipartite des perceptions directes sensorielles et mentales. Oui. Ouais, ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a quatre façons de diviser les perceptions directes, mais on pourrait aussi les diviser en deux. Ouais, on pourrait dire sensoriel et mental. Oui. Ouais. Et donc, parce que en effet, ça, c'est quelque chose de basique, c'est qu'on va dire que si nous avons des perceptions directes, ces perceptions directes sont soit issues d'une condition dominante non commune qui est physique,
Oui. soit elles sont issues d'une condition dominante non commune qui n'est pas physique. Ouais. Et donc, si elle n'est pas physique, elle sera de la conscience. Et donc, si une conscience, une cognition, quelle qu'elle soit, est née en dépendance d'une condition dominante non commune qui est consciente, qui est du mental, à ce moment-là, elle sera une conscience mentale. C'est Oui. pourquoi ce texte-là dira en particulier que les perceptions autocognitives, les perceptions directes yogiques et les perceptions directes mentales sont C'est toutes mental. trois des cognitions mentales, des consciences mentales. Oui. Ouais, ok, donc c'était ça qu'il fallait redire. Tout le monde ne sera pas d'accord, surtout pour l'autocognition. Ouais, là, elle pose beaucoup de questions, celle-ci. Très bien. Tout, en effet, peut être ramené à ces deux, sensoriel et mental. OK. Les 5, pardon, à ces deux, les 5 perceptions directes sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles, étant incluses dans la catégorie des perceptions directes sensorielles, et les perceptions mentales, autocognitives et yogiques sont incluses dans la catégorie de la perception directe mentale. OK. La question s'impose donc de savoir pourquoi on pose 4 perceptions directes. C'est une bonne question, ça. OK. Pour les opposer au conceptuel, non? Pardon? Pour les opposer au conceptuel. Oui, on pourrait dire ça, mais on pourrait dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas une conscience conceptuelle que c'est nécessairement une perception directe. Oui, d'accord, parce que ça peut être une fausse. Par exemple? Les ersatz, là, comment ça s'appelle, les facsimilés. Oui, alors pas n'importe lesquels. Les facsimilés de perception directe, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement, parce que en effet, dans le texte de Yonzin Pulbuchok, comme on l'étudie au Pays-Bas, à Nalanda, en effet, Yonzin Pulbuchok présente l'Auric en disant il y a les perceptions directes et il y a des cognitions qui ressemblent, qui sont des quasi-perceptions directes, ouais, qui n'en sont pas, en fait. Ouais, ça veut dire que elles sont erronées. Ouais. Si vous avez la perception, la perception, vous avez la définition d'une perception directe, oui. Ça, vous la connaissez par cœur, j'en suis sûr. Je crois en vous. Qui est non erroné, Nouvelle. Oui, nouvelle et infaillible. Infaillible. Non erroné, non C'est conceptuel. direct valide. oui, ok. Non, simplement non erroné et non conceptuel? Ça suffit, c'est direct. Ok, ça veut dire que les nouvelles que j'ai lues ce matin qui parlent de Trump et tout ça, elles sont non erronées, puisque c'est forcément c'est France 24, c'est pas erroné. Et, Pardon. et elles ne sont pas conceptuelles. Une cognition. Hein. Ok, il faut que ce soit de la cognition, bravo, en effet. Oui, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ok, et donc non erronée. Ouais, alors que toutes les autres divisions des cognitions, qui sont des quasi-perceptions, des facsimilés de perception directe, seront nécessairement erronées, mais elles ne seront pas nécessairement conceptuelles. Par exemple, Le train. par exemple, oui. Le Oui, train, oui. le train. Le train, le flambeau qui tourne, tout ça. Hein. Oui, exactement. Le train, par exemple, vous êtes dans un train. Ouais, ça m'est encore arrivé récemment. Vous êtes dans un train, vous avez le train d'à côté qui bouge, vous avez l'impression que c'est vous qui bougez, que c'est votre train qui bouge, ouais. Ouais. Et donc, d'un côté, à ce moment-là, vous allez regarder par l'autre fenêtre, et là, vous voyez le quai qui reste statique. Et là, vous allez vous dire, bah, finalement, est-ce que c'était conceptuel quand vous étiez persuadé que votre train bougeait? Non, c'était pas nécessairement conceptuel, c'était juste une fausse, une cognition fausse non conceptuelle. Ouais, cette cognition fausse non conceptuelle était erronée. Donc c'est pourquoi ce n'est pas parce que ce n'est pas une cognition conceptuelle que c'est nécessairement une perception directe. Ça peut être une cognition non conceptuelle erronée. Oui. Ouais, ça joue? Oui. Waouh, magnifique! Oh là 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 là, vous êtes au taquet, vous êtes au taquet. Ok, super. Et donc la question s'impose donc de savoir pourquoi on pose 4 perceptions directes, on l'a vu. Certains érudits disent que c'est dans le but d'éliminer les vues fausses. Ok, pourquoi pas. Certains non-bouddhistes soutiennent par exemple que toutes les cognitions sensorielles sont conceptuelles, surtout les Neyayika. Oui, les Neyayika diraient ça, ou peut-être les Vaisheshika. Ouais, c'est surtout les Vaisheshika dans les traditions non-bouddhistes qui diront que les consciences sensorielles peuvent être conceptuelles, ça pose question. Ok.
Et donc, certains non-bouddhistes soutiennent par exemple que toutes les cognitions sensorielles sont conceptuelles, même du côté bouddhiste. Attention, oh là là, les Prasangika affirment que certaines cognitions conceptuelles sont des perceptions directes. Oh, 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 c'est magnifique ça. Mais jamais les Prasangika, par contre, ne diront que ce sont des perceptions sensorielles. Oui. Ouais. Quand ils parlent des perceptions conceptuelles qui sont directes, il ne dit pas que ce sont des perceptions sensorielles qui sont conceptuelles. Ouais, ils diront que ce sont des perceptions, des consciences conceptuelles qui sont directes. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent plus directement d'un raisonnement. Ouais, vous avez pas un arya, quelqu'un qui s'approche de l'état d'arya, qui est sur la voie de préparation, qui a beaucoup médité sur la vacuité. Ouais. Par exemple, dans le véhicule mahayaniste, ouais, vous avez 3 aires cosmiques, dans le Mahayana des Sutras, vous avez 3 aires cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil. Et donc, ça veut dire que le bodhisattva qui est déjà sur la voie de préparation, il a passé beaucoup de temps à méditer sur la vacuité. Et donc, il a généré une inférence au début. Et ensuite, il va essayer, enfin, peut-être même plusieurs inférences, plusieurs raisonnements, etc. Mais au bout d'un moment, quand il médite sur la vacuité, sur la voie de préparation, c'est conceptuel. Ouais, parce qu'il a toujours une généralité de sens de la vacuité. Celle-ci ne disparaîtra qu'à la voie de vision. Ouais. Mais puisque pour les prasangika, la définition d'une perception directe, ce sera une cognition libre de conceptualisation. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Libre de conceptualisation, ça veut dire libre de raisonnement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de raisonner juste avant d'avoir cette compréhension conceptuelle. Et donc, pour les prasangika, cette compréhension conceptuelle de la vacuité, vu qu'elle se passe d'un raisonnement, elle sera décrite comme étant directe. Ouais, mais dans ce cas-là, direct, ça ne veut pas dire non conceptuel pour les prasangika. Pas nécessairement. Ouais. Ça voudrait dire que ça serait valable pour n'importe quelle compréhension, premier instant de compréhension de tout ce que l'on a appris depuis tout le temps. Alors les moments subséquents, ouais, c'est-à-dire que le premier instant d'une compréhension, lui, il va dépendre directement d'un raisonnement, donc ce sera une inférence, une cognition inférentielle, qui sera en effet considérée comme n'étant pas directe. Par contre, les moments subséquents de cette compréhension seront considérés par les prasangika comme étant des perceptions, des consciences conceptuelles directes. Oui, Ouais, parce qu'elles d'accord. ne seront plus, elles ne dépendront plus immédiatement d'un raisonnement. Ouais. Elles seront libres de conceptualisation à ce titre-là, libres d'un raisonnement. Ouais, ça joue? Ouais. Ça, on retrouve ça aussi dans Cutting Through Appearances, ouais. Le commentaire donné par Geshe Lundrup Sepa du Drupta Rinchen Tawa, ouais, qu'on étudie à Gomang en général, mais aussi dans d'autres écoles. C'est ce magnifique texte sur les écoles philosophiques qui parle aussi du Prasangika et tout ça, ouais. Ok, très bien. Très bien. Ok. Donc, en effet, les prasangika affirment que certaines cognitions conceptuelles sont des perceptions directes. Pourquoi? Parce que elles ne dépendent plus immédiatement d'un raisonnement. Ouais, donc, elles sont directes à ce titre-là. Ok. C'est pour écarter ces possibilités que la division contient 4 items. Ok. Mais la raison principale de la détermination de ces 4 perceptions directes tient à leur mode de production. Ouais, les perceptions directes sensorielles sont des cognitions produites. Attention, on change de page. Ouais, on avance. Les perceptions directes sensorielles sont des cognitions produites à travers la rencontre d'un objet et d'une faculté sensorielle. Les perceptions directes yogiques sont produites à travers la force de la méditation. Ouais, les perceptions directes mentales sont produites à travers la force d'une cognition valide antécédente ou à travers la force de la méditation. Vous voyez, quand on parle de la clairvoyance, dans ce cas-là. Ok. Celles qui sont produites par la force de cognition valide antécédente sont des perceptions directes mentales appréhendant des formes visibles, des sons, des odeurs, des goûts et des objets tangibles. Ouais, c'est ce fameux moment de perception mentale directe qui suit un train de perception sensorielle. Ok. Celles qui sont produites par la force de la méditation sont les 5 clairvoyances. Alors c'est étonnant parce que dans la Bisamaya Lamkara qu'on étudie en ce moment au Master's Programme, il y a marqué les 5 yeux, les yeux et les 6 clairvoyances. Ouais. Donc, c'est pas très grave. En général, il y a 6 clairvoyances, mais il peut y en avoir 5 si on n'est pas encore un Bouddha, ouais, par exemple. Ouais, on pourrait parler de ça. Ok, c'est pas très grave. Très bien. Ok.
Les perceptions directes aperceptives ou autocognitives sont probablement, j'aime bien le probablement, sont probablement produites par la force de la cognition qui est son objet d'expérience. Oh là là, ça pose question. Ça pose question. On va relire la phrase. Ouais. Les perceptions directes autocognitives sont probablement produites par la force de la cognition qui est leur objet d'expérience. D'ailleurs, ouais, il y a une faute de français là. Qui est leur objet d'expérience. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en effet, comme vous le savez, une autocognition, qu'est-ce qu'elle appréhende ou qu'est-ce qu'elle réalise? C'est le côté appréhendant de l'objet, enfin de la cognition, et pas le côté. Oui, et le côté appréhendé, ce sera quoi alors? Ce sera la Une conception. perception. La perception. Cognition. Ce sera Oui, la perception directe sensorielle. ok. Non. Donc ça veut dire que seules les perceptions sensorielles auront une autocognition? La perception, la réalisation directe. Enfin, je sais pas. Oui. Pas forcément. Oui. On pourrait dire même une conscience conceptuelle a une autocognition, non? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça, non? Ce sera la Ok. réalisation cognitive. Voilà. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoperception, son objet d'appréhension ou ce qu'elle réalise, on pourrait dire, c'est nécessairement une conscience. Mhm. Nécessairement une conscience. La conscience qu'elle est en train d'appréhender, oui. Et donc, si on dit qu'elle est née, qu'elle est née dans le sens où elle est produite par cette conscience qu'elle appréhende, ça pose question. Parce que la production, c'est toujours séquentiel. Voilà. Ouais, comme a dit plusieurs fois Venerable Geshe Namdak pendant ces plusieurs cours là, du soir, il dit que selon le bouddhisme, le temps va toujours vers l'avant. Ouais, le temps est linéaire du point de vue bouddhiste. Le temps va toujours vers l'avant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toujours une cause et son effet. Vous n'avez jamais, sauf pour les Vaibhashika qui sont vraiment spéciaux, vous n'avez jamais une cause et son effet en même temps. Ouais. Mais c'est là, Vous c'est là, pourriez avoir. Oui. c'est là qu'il faut dire la cause qu'elle serait devenue, quoi. Oui, de ce point de vue-là, on pourrait dire comme ça. On pourrait dire la cause, voilà, la cause de son effet qui est devenu son résultat. Voilà. Ouais, parce que si on dit que la conscience visuelle, on prend une conscience visuelle qui apprend une table, ouais, elle a une autocognition. Ouais, l'autocognition fait l'expérience de cette conscience et l'autocognition est produite par cette conscience. C'est-à-dire que le tout premier moment de cette conscience visuelle n'avait pas d'autocognition. Ouais, parce que la cause advient avant son effet. Et donc, seuls les moments 2, 3, 4, 5, 6, etc. ont une autocognition. Si on dit que la conscience qui est l'objet d'appréhension de l'autocognition produit cette autocognition, elle doit nécessairement exister avant elle. Donc, ça veut dire que le tout premier moment de conscience, quelle qu'elle soit, si on dit que n'importe quelle conscience qui est l'objet d'une autocognition produit cette autocognition, ça veut dire que n'importe quelle conscience, au premier moment, n'a pas d'autocognition. Et ça ne sera pas accepté. Ça veut dire Oui. que toute autocognition n'arrive qu'au moment T2, T3, mais pas Oui. T1. Si on devait prendre au sens littéral cette phrase-là, en effet, qui dit les perceptions directes autocognitives sont probablement produites par la force de la cognition qui est leur objet d'expérience, si on le prend au sens littéral, oui. C'est pourquoi peut-être la Rinpoche parle de probablement. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Donc il va dire le contraire tout à l'heure alors. On va voir, surprise. Je suis impatient. On pourrait dire que c'est un sous-produit. Ouais, ça veut dire qu'il y a des débats comme ça qui se posent. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui assistent au débat, il y aura ce soir à 20h30, peut-être 20h35, hein, parce qu'on a une réunion aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas si je suis un petit peu en retard, j'essaierai d'être à l'heure. OK? Et donc, si en effet, il y a beaucoup de débats par rapport à ces questions-là, quand on dit par exemple l'impermanence de la table de vendredi, est-ce qu'elle est produite par la table de vendredi? Non, parce que sinon. Ah. Ouais. Hein, Sabine? Je dis que l'impermanence de cette table, elle est toujours là. Même si la table évolue, à chaque fois, il y a une impermanence. Exactement. Oui, mais si on disait l'impermanence de cette table d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est produite par cette table d'aujourd'hui? Ça poserait question, parce que ça veut dire que le premier moment de cette table d'aujourd'hui ne serait pas impermanente, oui, parce qu'elle produirait son impermanence. Oui, ce serait le même problème. Oui, Michel?
Mais si je peux me permettre une toute petite parenthèse, ça ressemble Oui. beaucoup au cerveau prédictif qui est étudié dans les neurosciences. Ouais, Si tu connais ça, non. ça te parle. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la même description, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on connaît déjà, mais que l'on va réaliser. Ok. Ils appellent ça le cerveau productif. Je pourrais t'envoyer des liens sur si ça m'intéresse les autres, je pourrais Oui. vous envoyer des liens sur la vision des neurosciences par rapport à ça, justement. Et ça recoupe beaucoup cette vision-là, c'est-à-dire Oui. qu'il y a l'autocognition, en fait. Ok. Oui, ok. Donc, ça mériterait d'être posé comme question, en effet. Est-ce qu'il y a vraiment l'autocognition ou pas? Parce que si on passe ensuite au Prasangika, on verra qu'il la réfute. Bah oui. Enfin, moi, je pense qu'on doit la réfuter, mais bon, Oui. J'attends. Oui. Sabine aussi, tu voulais dire Oui, par rapport à ce que disait Michel, si tu réalises des choses que tu avais déjà, c'est comme si tu avais les graines, en fait. C'est comme si tu avais à l'intérieur de toi une partie de ta connaissance qui n'est pas encore arrivée à maturation, en fait. C'est aussi ça, non? Ah ouais, c'est pas mal ça. Oui, c'est possible. C'est possible, ou alors c'est peut-être ce que dira Geshe Dreyfus justement dans son chef-d'œuvre, Recognizing Reality. Oui, on ne fait que reconnaître la réalité, hein, plutôt que la connaître, hein. Ça veut dire que c'est une reconnaissance plutôt qu'une connaissance. Ouais. Mais en effet, ça pose question. Ça pose question. Ouh là là. Ok. Mais on dit aussi que l'autocognition, elle n'a pas de dualité. Oui, exactement. Alors ça aussi, ça pose question parce que en général, on parle de plusieurs types d'apparences dualistes. Ouais. On parle de l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle, on parle de l'apparence dualiste sujet-objet et l'apparence dualiste d'existence véritable ou d'existence inhérente ou d'existence extérieure en fonction des écoles. Ouais. Ok. On pourrait dire qu'en effet, euh, il n'y a peut-être pas l'apparence dualiste sujet-objet pour l'autocognition et la conscience dont elle fait l'expérience, mais il peut y avoir les autres apparences dualistes, c'est intéressant. Ouais, parce que je me souviens qu'une fois, on avait débattu, quand on avait étudié les deux écoles, les deux vérités sur les quatre écoles, avec Geshe Dreyfus, où la définition d'une vérité ultime pour les Chittamatra, ouais, donnée par la Madhyetsumpa, par exemple, c'est ce qui est réalisé c'est ce qui est réalisé directement, en l'absence d'apparence dualiste par la cognition valide directe qui en fait l'expérience. Ouais, en l'absence d'apparence dualiste et donc c'est la définition d'une vérité ultime. Ouais, les Chittamatrins acceptent l'autoperception et donc si on disait, si c'est la définition d'une vérité ultime, ce qui est réalisé en l'absence d'apparence dualiste, à ce moment-là, Oui. une conscience, n'importe laquelle, devrait être une vérité ultime. Pourquoi? Parce qu'elle est appréhendée directement par une autocognition en l'absence d'apparence dualiste. Ouais. Sauf que l'autocognition, on pourrait débattre encore là-dessus en disant non, l'autocognition, elle n'a pas d'apparence dualiste sujet-objet, mais elle peut très bien avoir les autres apparences dualistes. Alors, l'apparence dualiste d'existence extérieure, ça pose question, parce que la conscience et l'autocognition qui sont dans une même substance, ce qui aurait l'apparence d'existence extérieure, ça pose question, mais en tout cas, l'apparence d'une vérité conventionnelle, oui, ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc, ça pourrait être une façon de répondre à ce débat-là, ouais. Ok. Ok, waouh. Ouais. Ok. Il y a des gratinés. Oui, non, laissez tomber s'il n'avait pas étudié, s'il n'avait pas fait les 45 ou je sais plus combien, 60 sessions de vérité sur les quatre écoles. C'est tout à fait normal. Ok. Je Il sais faut plus combien de absolument sessions. faire, elles sont excellentes. Merci, Jimpa. Ah bon, tu les suis? Waouh. Oui, oui, ah bah, mais je pourrais les revoir 2-3 fois. Hein. Ok. Et donc, oui, c'est un livre passionnant aussi. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Ok, donc en effet, cette question-là, comment est produite cette auto-perception, ça pose question. Et donc, la Rinpoche dit, je n'ai jamais vu cette explication dans aucun texte, mais je pense que c'est la bonne. Une perception directe auto-perceptive est produite en même temps que la cognition qui est son objet d'expérience. Ouais, ça pose question, hein. Et dès lors, on peut dire qu'elle est produite par la force de la cognition qui est son objet d'expérience. Ouais. Ok. Mais en effet, ça coince aux entournures.
Nous avons vu ainsi comment ces 4 perceptions directes sont distinguées tant du point de vue de l'élimination des cognitions fausses ou des vues fausses que du point de vue de leur mode de production. Et c'est là qu'on passe justement dans la seconde division générale dont parlait Yonzin Polvutchok, mais aussi Geshe Jampel Sampel. Ouais. Donc il explique ensuite là, de façon annexe le sujet des perceptions directes factices. Ouais. Et donc, ou des perceptions directes, des facsimilés de perceptions directes, ou encore des quasi-perceptions directes. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des cognitions, on est tout à fait d'accord, mais soit elles ne sont pas libres de conceptualisation, et donc elles sont forcément erronées, ouais. Soit elles sont libres de conceptualisation, mais elles continuent d'être erronées. Ouais. Comme une cognition fausse non conceptuelle, par exemple. Ouais. Une cognition fausse non conceptuelle est libre de conceptualisation, mais elle est erronée. Ouais, ok. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, une perception directe factice ou un facsimilé de perception directe est nécessairement erronée, qu'elle soit conceptuelle ou pas. C'est une autre façon de le dire. Ouais. Ouais. Ok, bravo. Oh là là. Très bien. Ainsi désignées parce qu'elles semblent être des perceptions directes authentiques, mais n'en sont pas. C'est comme le Canada Dry. Ça n'existe plus, ça. Oui. Ouais, ça n'existe plus. Je Le crois pas. Canada Dry qui ressemble à de l'alcool, qui a l'air d'être de l'alcool, mais qui n'en est pas. Oh, c'est magnifique. Ok, très bien. Ainsi désignées parce qu'elles semblent être des perceptions directes authentiques, mais n'en sont pas. 7 sortes de perceptions directes factices sont décrites, dont 6 sont conceptuelles et une non conceptuelle, et qui recouvrent donc toutes les formes de pensée possibles. Oh là c'est un sujet passionnant, la conscience conceptuelle. Parce que comme vous le savez, on a 2 façons d'appréhender l'univers. Ouais. On a 2 façons, notre esprit a 2 façons d'appréhender l'univers, soit au travers de perceptions directes ou de conscience non conceptuelle au sens large, soit au travers de conscience conceptuelle. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Ouais. Ça veut dire que soit la conscience qui est en train d'appréhender le monde autour de nous ou nous-mêmes, etc., soit elle a comme objet apparent une généralité de sens, que cette généralité de sens soit conforme à la réalité ou pas, hein. Soit elle n'a pas de généralité de sens, soit c'est une apparence claire de quelque chose. Ouais, une apparence claire, ça veut dire que notre cognition se passe de généralité de sens. Ouais, ça vous parle? Waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est génial parce que si on devait faire un retour en arrière euh, à la première et à la deuxième session, on verrait des points d'interrogation à la place des pupilles en parlant de tout ça. Et là, si, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin que vous avez fait, c'est qu'on a tous fait d'ailleurs, parce que j'ai appris aussi grâce à vous, heureusement d'ailleurs. Et c'est vraiment incroyable. Le chemin qui a été fait, c'est waouh, c'est hallucinant. Ok, très bien, très bien. Et donc, c'est ce que va dire le texte Racine en bas de la page 110 de façon annexe. Ouais, ok. Pour une brève présentation des perceptions directes factices, le compendium de cognition valide de Acharya Dignaga, c'est le Pramana Samutchaya, dit conceptualisation erronée, cognition conventionnelle, conceptualisation inférentielle, conceptualisation produite par l'inférence, conceptualisation souvenir, conceptualisation désir sont des perceptions directes factices ainsi que la vue faible. Ok, donc ce sera expliqué. Ainsi, 7 perceptions directes factices sont présentées, 6 conceptuelles et une non conceptuelle. Ok, très bien. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de bien distinguer, parce que même à la FPMT, on a essayé de standardiser un petit peu la terminologie, mais il y a encore des textes, même à la FPMT, qui confondent les deux, erroné et faux. Oui, donc il faut faire une distinction claire et nette dans notre esprit par rapport à faux et erroné. Ok, parce qu'ici, par exemple, à l'époque, aux éditions Vajrayogini, il y avait encore cette confusion. Ouais, donc après, c'est peut-être pas une confusion, peut-être qu'ils savaient de quoi ils parlaient, mais ils avaient une autre terminologie. Ok, une conceptualisation fausse. Ouais, et par exemple, une cognition fausse qui appréhende le son comme étant permanent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder erroné? Parce que là, au début, il y avait marqué une conceptualisation erronée et, par exemple, une cognition fausse qui appréhende le son comme étant permanent.
Parce que erroné, c'est par rapport à l'objet apparent. Oui, Son, il apparaît. C'est direct, erroné. C'est tout ce qui est par rapport à est direct, non? Ah non, c'est Non. tout ce alors, qui trompe par rapport à l'objet apparent. oui, on dira non erroné, c'est par rapport à tout ce qui est perception directe, ouais. Libre de conceptualisation est non erroné. Ouais, mais là, erroné, c'est le contraire, en effet, ouais. Et donc, en effet, combien de possibilités y a-t-il entre erroné et non erroné? Ah, Il faudra reprendre les classes de préparatoires. c'est contradictoire, non? C'est quoi? C'est C'est contradictoire. contradictoire, exactement. C'est contradictoire, bravo. Très bien. Et donc, en effet, une conceptualisation est de toute façon erronée. Pourquoi? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire que la définition, alors bien sûr, on va voir, on va croustiller avec la suite hein, du texte, mais déjà, simplement d'avoir clairement à l'esprit ce que veut dire une cognition erronée, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. C'est-à-dire que quand on pense à notre chambre, par exemple, on a la généralité de sens de notre chambre qui semble être notre chambre, mais n'est pas notre chambre. Et donc, c'est erroné. Ouais. Si maintenant on se disait ah si c'est ma chambre que j'ai dans la tête, dans ce cas-là ce serait une cognition fausse parce que on adhérerait à l'apparence comme étant l'objet lui-même et donc ça c'est totalement à côté de la plaque. Ouais, ce serait une cognition fausse. Ouais, la plupart des oui. Excuse-moi. Donc, si je comprends bien, erroné, c'est qu'en fait, tu vas sur un objet d'engagement et cet objet d'engagement, tu crois qu'il est vraiment l'objet d'apparent. Or, en fait, tu te trompes, en fait, puisqu'il n'existe pas cet objet apparent, il est dans ta tête. C'est ça? Alors on va essayer de faire la distinction entre l'objet apparent et l'objet d'engagement. L'objet apparent, c'est simplement ce qui se manifeste à la conscience, on pourrait dire. Ouais, c'est la simple apparence d'un objet. Ouais, par exemple, là, si par exemple vous pensez à qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si vous pensez par exemple à une fleur rouge, pensez à une fleur rouge. Oui, mais l'objet apparent et l'objet d'engagement, c'est le même pour une conscience conceptuelle. Non. Donc, Alors, pas alors, à alors l'extérieur. pas, alors pas nécessairement. Ouais. Ah bon? Ouais, par exemple, OK. Par exemple, OK, donc il faut essayer de voir que l'objet d'engagement, que veut dire objet d'engagement? C'est l'objet vers lequel s'engage notre conscience. C'est l'objet de compréhension. Ouais, l'objet de compréhension, où on pourrait, d'ailleurs, j'ai des diapos par rapport à ça. Tiens, on va essayer de voir les diapos, vu qu'on a déjà avancé d'une page, il ne faudrait pas avancer trop vite, ça pourrait nous ébouriffer. Donc on va essayer. Pas de quoi. J'ai des diapos là-dessus, c'est super cool. Oh là là. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que l'objet d'engagement, comme son nom l'indique, c'est ce vers quoi s'engage notre conscience. Ouais. Alors que l'objet apparent, c'est ce qui simplement se manifeste à la conscience. Hein. Donc, par exemple, si vous pensez à un coquelicot, si vous pensez à un coquelicot, l'objet apparent de votre conscience, ce sera quoi? Est-ce que ce sera le coquelicot? Bon, ça sera une conscience. C'est une conscience, c'est l'image qu'on en a, C'est l'image conceptuelle du Oui, coquelicot. un concept, en fait. le concept du coquelicot, exactement, c'est tout à fait ça. Alors, je suis en train de meubler en essayant de trouver mes diapos. Et ensuite, ah ouais, la conscience erronée, je dois l'avoir ici. Et par contre, quel est l'objet d'engagement de votre conscience conceptuelle qui pense à un coquelicot? Le coquelicot. Ce sera le coquelicot. Ok. Ok, ça se voit hein, que je suis en train de meubler. Ok, donc c'est pas ces diapos-là. Très bien. Donc, quand vous pensez à un coquelicot, l'image, la représentation conceptuelle de ce coquelicot va donner l'impression d'être ce coquelicot. Vous êtes d'accord? Yes. Ouais. Ok. Mais n'est pas ce coquelicot. Exactement comme quand vous regardez dans le miroir, vous avez le reflet dans le miroir qui donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage. Donc, dans ce cas-là, on dira qu'il y a quelque chose d'erroné aussi, il y a une forme de distorsion de ce point de vue-là, non? Ouais, ok. Voilà, les objets, parfait. Je l'ai ici. On va comme ça, on va pouvoir y revenir. C'est par rapport à ici. Ok. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que démarrer le partage. Ok, parfait. Les objets. Donc, en fait,
Ça, c'est pas très. Voilà, c'est ce qui est connu par une conscience, un objet, ok. Et donc, vous avez l'objet apparaissant ou l'objet apparent, vous avez l'objet d'engagement et l'objet conçu. Ça, c'est l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Donc, ça, on va pas insister là-dessus. L'objet apparent, moi, je préfère apparent que apparaissant, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'était un diaporama pour le P-bas du Sankala Chakra. Et donc, c'est l'objet connu par une conscience au moyen de sa simple apparence. Ouais, ça, c'est la définition donnée par Gyalwa Gendun-Drupa, le premier Dalai Lama. Ouais, ok. Et donc, c'est ce qui apparaît à une conscience, ouais, et n'est pas nécessairement. Alors, ce qui apparaît à une conscience n'est pas nécessairement l'objet apparent de cette conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du point de vue Gelugpa, quand vous pensez à un coquelicot que vous avez dans votre jardin, le coquelicot va apparaître à votre conscience conceptuelle, mais l'objet apparent sera l'image du coquelicot. Ouais, il faut distinguer la terminologie. Ce qui apparaît à une conscience conceptuelle est l'objet apparent de cette conscience conceptuelle. Ouais, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle est nécessairement permanent. Par contre, ce qui apparaît à la conscience conceptuelle n'est pas nécessairement permanent. Le coquelicot dans le jardin, il apparaît mêlé à une généralité de sens. Ouais. Et donc, il apparaît, mais ce n'est pas l'objet apparent. L'objet apparent, c'est la généralité de sens. Est-ce que ça vous parle Oui. ou pas? Oui, à peu près, oui. Ok. Oh, magnifique. Ça, c'est génial. Très bien. Très bien. Donc, on pourra y revenir, ne vous inquiétez pas. En général, l'objet apparent de telle conscience et l'objet appréhendé par cette conscience sont équivalents. Ok, on va laisser tomber. Très bien. Donc là, vous avez l'objet apparent ou l'objet appréhendé, ça revient à la même chose, d'une perception directe. Ouais. Donc, Bob ne pense pas au bateau, il le voit directement. Donc, le bateau est l'objet apparent. Et c'est aussi l'objet d'engagement. Ouais, parce que c'est ce vers quoi s'engage sa conscience. Ouais. Ok, donc ça, c'est le texte de Yonzin Polbuchok, laissez tomber. Ok, très bien. Ok. L'objet apparent ici, c'est le bateau, oui. Ok, très bien. Ok, donc ça, c'est toujours Yonzin Polbuchok. Et là, quand Bob pense au bateau, c'est l'image mentale qui est l'objet apparent. Ce n'est pas le bateau. Et l'image mentale donne l'impression d'être le bateau, mais n'est pas le bateau. Ouais, il y a beaucoup de textes. Ok. Ouais, ok. Donc le bateau, ce sera l'objet du mode d'appréhension ou l'objet d'engagement. En fait, c'est pareil, hein, c'est la même terminologie qu'on emploie habituellement. On va dire l'objet du mode d'appréhension, on va dire l'objet d'engagement, l'objet de compréhension, l'objet conçu de cette conscience conceptuelle. Ouais. Mais gardez en gros l'objet d'engagement. C'est ce vers quoi s'engage cette conscience conceptuelle. Par exemple, Bob se demande où il a mis son bateau. Ouais, où est mon bateau? Et donc, il a la représentation conceptuelle du bateau à l'esprit. L'image mentale sera l'objet apparent, mais le vrai bateau à l'extérieur sera l'objet d'engagement. Donc, on voit qu'il y a une distinction nette entre les deux, non? Oui. Et pourtant, le reflet conceptuel donne l'impression d'être le bateau, mais n'est pas le bateau. C'est pourquoi c'est erroné. Ouais. Par contre, si Bob se dit, tiens, ce bateau est mon bateau alors que c'est le bateau du voisin, là, non seulement c'est erroné, mais en plus, il se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Vous êtes d'accord? Ouais, s'il se dit, tiens, j'avais mis mon bateau ici alors que maintenant il a changé de place, et donc en fait, c'est celui du voisin, il le confond avec celui du voisin. Dans ce cas-là, il a une cognition fausse. Pourquoi? Parce que sa conscience conceptuelle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Elle se trompe à l'égard de ce qu'elle était censée comprendre. Ouais? Ouais, ça vous parle? Oui. Donc ça veut dire qu'une cognition fausse conceptuelle, elle se trompe à l'égard des deux. Elle se trompe à l'égard de l'objet d'engagement. Et comme elle est conceptuelle, elle se trompe aussi à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça veut dire que l'objet apparent, la représentation conceptuelle, donne l'impression d'être l'objet lui-même, mais n'est pas l'objet lui-même. Ouais. Et en plus, cette cognition fausse conceptuelle se trompe en plus sur tout le tableau. Ouais, elle se trompe en plus sur l'objet d'engagement. La conscience conceptuelle était censée comprendre mon bateau, alors qu'en fait, elle comprend à tort le bateau du voisin comme étant mon bateau. Ouais, ça joue? Et, excuse-moi, pardon. Oui. Excuse-moi, Michel. Et quand c'est direct, la conception fausse, elle ne se trompe que sur l'objet d'engagement et pas l'objet apparent? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour une perception directe, souvent, on pourrait assimiler, par exemple, quand Bob regarde directement le bateau, ouais, ok, il regarde directement le bateau, et donc on dira le bateau
sera l'objet d'engagement, on va dire le bateau qui est l'objet d'engagement de sa perception visuelle et le bateau qui est l'objet apparent de sa perception visuelle sont équivalents. Ouais, pour une perception directe. Ouais, ça veut dire qu'on parle uniquement du bateau, on ne parle pas de l'impermanence du bateau, on ne parle pas de sa production, etc. On circonscrit uniquement le bateau. Dans ce cas-là, le bateau qui est l'objet d'engagement de la perception visuelle et le bateau qui est l'objet apparent de la perception visuelle sont équivalents. Et donc, si on se trompe à l'égard de l'un, on se trompe à l'égard de l'autre. Ouais. Ça veut dire que si on a une conscience non conceptuelle qui se trompe à l'égard de son objet apparent, elle est nécessairement fausse. Ouais. D'accord. Parce qu'elle se trompe nécessairement à l'égard de son objet d'engagement, vu qu'ils sont équivalents. Ouais, une cognition fausse, c'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet, ouais, ou de son objet d'engagement. Elle ne comprend pas son objet de compréhension. Ouais, ça joue? Wow. J'ai un tout petit souci. Ça voudrait dire que toute conceptualisation est erronée. Oui. Donc on en revient là au texte. Il dit la première chose, c'est les conceptualisations erronées. C'est-à-dire que tout est erroné d'une manière générale. Exactement. Toutes les conceptualisations sont nécessairement erronées parce que les conceptualisations fonctionnent par ricochet, comme quand on regarde le monde à travers un miroir. Ouais. Le reflet dans le miroir donne l'impression d'être le monde, mais n'est pas le monde. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça inclut effectivement conceptualisation sur, par exemple, la vacuité. Oui. Donc on va considérer de ce point de vue-là que c'est une conceptualisation erronée, c'est ça? Exactement. On pourrait même dire que c'est un euphémisme de dire une conceptualisation erronée. Oui, c'est un pléonasme. Oui, qu'est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit un euphémisme. Désolé, un pléonasme. Exactement. Ouais. On pourrait dire que oui, en effet, si c'est une conceptualisation, c'est nécessairement erroné. Ouais. Ça joue? Wow, magnifique. Oh là là, ça c'est super. C'est vraiment notre base de distinction pour étudier l'Auric et les textes plus croustillants sur la philosophie, etc. etc. Ouais, ok. Très bien. Donc ici, si maintenant je vous repose la question, si une conceptualisation erronée est par exemple une cognition fausse qui appréhende le son comme étant permanent, vous vous direz, une conceptualisation, elle est erronée. Donc ce serait un pléonasme, en effet, de dire ça. Par contre, quand on pense que le son est permanent, non seulement c'est erroné parce qu'on pense, mais en plus c'est faux. Exactement. Parce qu'on se trompe à l'égard de l'impermanence du son. On conçoit le son comme étant permanent alors qu'il n'est pas permanent. Ouais, donc on se trompe à l'égard de l'objet d'engagement. Ouais, l'objet de compréhension. On ne comprend pas l'objet de compréhension, donc c'est une cognition fausse. C'est pourquoi il faut corriger ici, il faut dire une conceptualisation fausse et par exemple une cognition fausse qui appréhende le son comme étant permanent. Ouais, ça joue? Bravo, c'est super. Un exemple de conceptualisation conventionnelle, on pourrait dire une conceptualisation habituelle, est une cognition inférentielle qui réalise que le son est impermanent. Celle-ci est erronée, mais n'est plus fausse. Oui, la différence entre une conscience conceptuelle fausse et une conscience conceptuelle qui n'est pas fausse, c'est est-ce qu'elle est en accord avec la réalité ou pas? Est-ce qu'elle est factuelle ou pas? Est-ce qu'elle est factuellement concordante ou pas? Ouais. Si on pense que ceci est un coussin, vous allez dans la maison de quelqu'un qui aime l'art moderne, etc. Et puis vous vous asseyez sur un coussin et en fait c'est une œuvre d'art qui vaut des millions. Dans ce cas-là, ce n'est pas un coussin, c'est juste un truc de déco qui coûte cher. Ouais. Et donc dans ce cas-là, on a une conception fausse. Ok. Ouais. Et donc notre esprit, notre conscience conceptuelle n'est pas factuellement concordante. Et donc si on a une conscience conceptuelle qui n'est pas en accord avec les faits, qui n'est pas en accord avec la réalité, elle est nécessairement fausse. Ouais. Alors qu'une conscience conceptuelle qui est factuellement concordante, qui est en accord avec la réalité, elle est erronée seulement. Ouais. Elle n'est plus fausse. C'est ça qui fait la différence entre une conscience conceptuelle fausse et pas fausse, c'est si elle est en accord avec la réalité ou pas. Ouais, ça joue? Ok. Bravo, bravo, c'est magnifique. Très bien. Donc, une conceptualisation inférentielle, normalement, une inférence, elle s'appuie sur une raison valide. Ouais. Donc, une inférence ne peut pas être fausse.
Ouais. On peut dire une raison peut être fausse, un raisonnement peut être faux. Oui, si on se dit, OK, Jimpa est arrivé en retard aujourd'hui parce qu'il vient de se faire une mise en pli, là, on a un raisonnement, par exemple, hein. Et donc, forcément, c'est une raison fausse. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas une inférence. Une inférence est nécessairement factuellement concordante. Ouais, OK. Donc, une conceptualisation inférentielle est la cognition de l'esprit qui appréhende une raison. Là, il y a marqué un signe. Pourquoi? Parce que ça vient de linga en sanskrit, ouais, ou ta en tibétain, mais on ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire si on dit linga ou ta, etc., ou signe. Par contre, si on dit une raison, là, on comprend tous. Ouais, donc il n'y a pas besoin de complexifier les choses qui sont déjà assez velues, comme dirait Bernard. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter des problèmes de vocabulaire. On peut simplement dire qui appréhende une raison. Ouais. Ok. Imaginons un adversaire idéal. Donc ici, on dira un antagoniste approprié. Oui. Ouais, vous avez déjà entendu parler de ça, ouais, si vous avez étudié la logique. Un antagoniste approprié. Ok. Qui est comme un terrain sur lequel établir que le son est impermanent. C'est-à-dire qui est sur le point de réaliser que le son est impermanent. Dans le continuum de cette personne, il existe une cognition qui réalise les trois modes, tri, rupa ou tsulsum en tibétain, de la preuve que le son est impermanent. Ouh là là. Ok, donc je vais simplement terminer ce passage-là, puis on va y revenir bien sûr. C'est simplement de la logique, mais si on passe au-delà du vocabulaire, c'est pas très compliqué. Très bien. Cette cognition a réalisé la présence de la raison dans le sujet. Paksha Dharma, ouais, c'est comment ça s'appelle? La propriété du sujet. Et ensuite, l'implication. À l'époque, on parlait de subsomption, mais c'est un petit peu compliqué comme terminologie. Moi, j'aimais bien à l'époque, j'avais l'habitude de ça, mais en fait, l'implication, c'est pas mal. Ouais, Anvaya Vyapti. Ouais, Jekap. Et la contre-implication. Vyapti, Reka Vyapti. Ouais, Dokap. Il manque un G après Dokap. OK. Une telle condition qui réalise les trois modes est appelée une condition qui est devenue une conscience appréhendant une raison. Ouais, Takzinsem. Et est un exemple d'une conceptualisation conventionnelle prise dans la division septuple des perceptions directes factices. Elle n'est pas une condition inférentielle factuelle, mais le sera le moment d'après. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on raisonne tous. Oui, on raisonne tous. On a tous des raisons à l'esprit. Ouais. On peut, par exemple, quand on n'a pas mis le réveil et qu'on arrive en retard, etc., on donne une raison qui peut très bien être en accord avec la raison, avec la réalité, ou qui n'est pas en accord avec la réalité. Oui, ça veut dire que la définition d'une raison, c'est quoi? Oh, Ce qui établit. j'explique, mais qui justifie le prédicat. Bien Sur les tenté. définitions. Bien tenté. C'est ce qui est posé comme raison. Bravo, pas mal Ah, C'est trop fastoche. Ouais, si on vous demande la définition de la vacuité, vous pourrez dire bah, c'est ce qui est posé comme étant la vacuité. C'est trop facile. ouais. Ok. Ouais, tasukeba. Tasukeba, c'est la définition d'une raison. Ouais, c'est ce qui est posé comme étant une raison. Maintenant, vous avez la définition d'une raison dans telle preuve. C'est ce qui est les trois modes. C'est ce qui est posé comme raison dans telle preuve. Ah, d'accord. Bravo. Ouais. Maintenant, la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent. C'est ce qui est posé comme raison dans la preuve pour que le son est impermanent. Voilà. Voilà, exactement. Maintenant, la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent pour la raison qui les produit. Ça qui est posé comme raison. Dans la preuve que le son est impermanent par la raison qui les produit. Voilà, c'est facile la logique. Bravo. Il ne se casse pas la tête, hein. Il se casse pas la tête. C'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que au début, on se dit oui, c'est compliqué, tout ça. Oui, il y a des complications, mais il y a des choses qui sont quand même assez simples. Et si vous regardez, moi, je me souviens à une période où j'essayais bien sûr d'étudier tout seul et je galérais, etc. J'avais eu la bonne fortune quelqu'un m'avait envoyé un livre qui s'appelle The Central Philosophy of Tibet et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. C'était le Lexhen-Yingbo de la Tsongkhapa, l'un des textes les plus difficiles. Et donc j'ai essayé de le lire, etc. Et je n'avais pas du tout étudié la logique et je ne comprenais que dalle. Et donc
c'est par la suite, après, je suis tombé sur ces livres comme Connaître l'esprit, etc. Et ça c'est un petit peu, c'était un petit peu moins nébuleux qu'avant. Et quelques années après, j'ai essayé de relire The Central Philosophy of Tibet et c'était un petit peu moins nébuleux qu'avant, grâce à cette étude de la logique. Ouais, donc si dans toutes les écoles, vous allez trouver ça. Ouais, si vous étudiez par exemple le Norbuketaka, c'est un texte de Jumi Pham sur le 9e chapitre de Shantideva. Ouais, dans la tradition Nyingma, vous avez des textes sur la logique des différents karmapas. Vous avez des textes sur la logique de Sakapandita et dans la tradition Gelupa aussi. Donc, dans cette noble tradition de Nalanda, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur la raison. Ouais, ça c'est vraiment primordial. Dès le départ, ouais, quand le Bouddha dit Tapat, Chedat, Cha, Nikashat, Nivarna, Suvarna, Miva, Panditai, etc. Ouais, quand il dit les bhikshus devraient faire comme les érudits et tester la valeur de l'or ouais, sur une pierre de touche en le frottant, en le brûlant, en le coupant, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire en le frottant, en le coupant, etc. Ça veut dire au travers des différents types de raisonnement, en fonction des différents types de cognition valide. Ouais, cognition valide directe, cognition valide inférentielle, etc., etc. Ouais, donc dès le départ, quand le Bouddha a dit à ses bhikshus, à ses moines, etc., ou à ses disciples en général de faire comme les pandits, de tester la valeur de son enseignement au travers du raisonnement, ça c'est vraiment fondamental. Ouais. Et donc, tous les textes classiques dans la tradition indo-tibétaine, oui, les textes qui ont été composés par les maîtres des maîtres des maîtres des maîtres de nos maîtres, sont fondés sur le raisonnement. Ouais, ça, c'est vraiment la beauté de cette tradition de Nalanda. Ok, très bien. Et donc, si vous lisez le Bodhisattva Shantideva, le Arya Nagarjuna, Acharya Chandrakirti, Acharya Dharmakirti, etc., tous ces grands maîtres, et même les textes tantriques, vous verrez qu'il y a beaucoup de raisons qui sont données. Et tous ces textes sont les textes sur lesquels se sont formés les maîtres des maîtres des maîtres des maîtres de nos maîtres. C'est incroyable. Ok, donc c'est juste une petite digression pour essayer de meubler jusqu'à la fin de cette classe. Donc en effet, la définition d'une raison, c'est facile. C'est quoi? C'est Ce qui est posé comme C'est raison. comme une raison. ok, très bien. Maintenant, ce n'est pas parce que oui. Ce qui est posé comme raison, mais comme raison valide en fait, parce qu'il faut Alors, qu'elle soit valide, Non, cette raison. ça peut être valide ou pas. par exemple, Pourquoi ouais, pas, là si on dit le sujet, le son est impermanent car c'est une corne de lapin, est-ce qu'on donne une raison? Non. Oui, on donne une raison, mais elle est fausse. Oui, On donne une raison. c'est On pour ça donne que je une dis raison. qu'elle doit être valide. Elle doit être juste, enfin, sinon c'est pas bon. Non, on dit la raison Exact, établie. exactement. C'est pourquoi ensuite, une fois qu'on a donné la définition, c'est souvent comme ça dans les textes classiques, on donne d'abord la définition et après les divisions. Et après, on va dire qu'il y a une division entre une raison fausse dans telle preuve et une raison valide dans telle preuve. Exactement. Mais en effet, en général, une raison fausse dans telle preuve et une raison valide dans telle preuve sont les divisions générales de ce qui est posé comme raison dans telle preuve, ouais, d'une raison dans telle preuve. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne une raison qu'elle est valide. Exactement. Ouais. Donc ça Si. fonctionne comme un arbre en fait. Tu donnes Oui, la raison, après tu divises en raison valide, non valide, et après tu peux avoir encore des subdivisions alors. exactement, tout à fait. Les raisons valides d'effet, de nature, de non-observation, etc., etc. C'est magnifique ça. Ouais, les raisons fausses, les raisons fausses qui non établies ou indéfinies ou opposées, etc. Il y a 3 types de raisons fausses et après il y a des subdivisions, etc. C'est incroyable. Ça, c'est juste magnifique. Ouais. Si ça vous intéresse, il y a Tibetan Logic, ouais, qui a été traduit par, je crois que c'est Catherine Rogers, qui traduit et qui commente le Tariq de Yonzin Purbuchok, ouais, le traité sur la raison, sur la logique de Yonzin Purbuchok. Et il y a aussi Pointing the Way to Reasoning, qui est juste magnifique, ouais, de Selme Khenso Rinpoche. Et donc, ça nous apprend justement à savoir ce qu'est une raison et ce qu'est une raison fausse et ce qu'est une raison valide. Oui, c'est par exemple, je vous dis, OK, le sujet, l'espace incomposé existe car il est permanent. Est-ce que c'est une raison valide ou une raison fausse? Le sujet, l'espace incomposé existe car il est permanent. Non.
Je pense pas. Ça existe, mais tout ce qui existe n'est pas permanent, donc Ouais. je sais pas. Oui, c'est une raison valide, moi, à mon avis, oui. Parce que si c'est permanent, ça existe nécessairement. C'est un existant. Oui, Ça fait partie de la division des existants, tu as raison. Dans les existants, tu as les permanents et non impermanents. oui. Oui, je serais d'accord avec toi. Ok, donc c'est une raison valide, exactement, tout à fait. Pourquoi? Parce que elle est les trois modes, la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. La propriété du sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que permanent existe exclusivement avec l'espace incomposé. C'est-à-dire qu'il n'est aucun espace incomposé qui ne serait pas permanent. Tous les espaces incomposés sont nécessairement permanents. C'est ça la propriété du sujet, c'est le premier mode. Ouais. Donc c'est ça qu'on doit vérifier. Ouais, c'est ce qu'on fait pendant les débats d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait les débats. C'est pour apprendre ça aussi, ouais, en particulier. Et ensuite, si c'est permanent, est-ce que ça existe nécessairement? Yes. Oui, exactement, car comme vous l'avez dit, c'est une subdivision des existants. Très bien, c'est une division des existants, une division exhaustive des existants. Maintenant, si ça n'existe pas, est-ce que ça pourrait être permanent? Non. Non. Et donc, on a la contre-implication. Ouais, cette preuve permanente est à la fois la propriété du sujet, est aussi l'implication, et elle est aussi la contre-implication. Et donc, c'est une raison valide dans cette preuve. Mhm. Ouais, ça joue. Maintenant, si j'avais dit le contraire, et le sujet, il s'ensuit que le sujet, l'espace incomposé, est permanent car il existe. Répète. Ah ben là, Il s'ensuit que le sujet, l'espace incomposé, est permanent car il existe. après, il n'y a Non. pas d'application. Oui. Est-ce qu'il y a la propriété du sujet? Est-ce que l'espace incomposé existe? Oui. Oui, mais ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien, ça veut dire pas d'implication. Ce n'est pas parce que ça existe que ça doit être permanent. Il y a plein d'impermanents. Ouais, ça joue. Yeah. Mhm. Ah, vous voyez comme quoi, finalement, quand on donne des exemples, on comprend parfaitement. On comprend parfaitement ce que ça veut dire. C'est juste que la terminologie et les descriptions sont un petit peu croustillantes, mais quand on évoque des exemples, des illustrations, on comprend tout de suite qu'une raison cloche, ouais, quelque part ou pas. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, donc on essaiera d'approfondir ça la fois prochaine. Et ce soir, pour les débats, bien sûr, on va s'éclater avec les définitions. Oh là là, les définitions. Et puis, on va revenir pour essayer de comprendre les isolats. Et puis, peut-être qu'on aura une dernière classe au mois de juin qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait, parce qu'au mois de septembre, on reprend beaucoup de choses. Et en plus, on va intégrer certainement des étudiants du PEBA de Nalanda. Ouais, qui vont essayer de comprendre des choses parce qu'ils vont entamer l'ORIC et donc on aura des classes de débat aussi pour les aider, pour les soutenir. Donc les premières classes de septembre, vu que vous êtes déjà super balèze, vous pourrez vous en passer parce que ce sera vraiment les bases de la base de la base. Ce sera les distinctions entre différent et un et puis contradictoire, quatre possibilités, trois possibilités. C'est vraiment pour avoir une approche extrêmement graduelle. Ouais, et peut-être que pendant les pauses du PEBA, il y aura des cours pendant la semaine aussi, le matin. Oui, parce que nous aussi, on aura des pauses du Master's Programme. Donc, on pourra aussi faire des classes. Il y aura des classes en anglais aussi et en français. Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. Oui, Oui, excuse-moi, juste je voulais corriger un petit truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on parlait des 4 écoles et des 2 vérités sur les 4 écoles, c'était vidéo, c'est les vidéos que tu as faites dont je oui, parlais. oui, Voilà. oui, Bon, oui, juste j'avais bien compris ça. Ouais, voilà. Ils ouais, sont excellentes et que tout le monde doit revoir. Merci beaucoup. Bah, c'est grâce aux étudiants, hein, parce que sans eux, ce serait comme, je sais pas moi, une choucroute sans chou. Oh, l'exemple. Oui. Ok, Si, on a fini là, donc je vais quitter je vais arrêter l'enregistrement.